À la une ce soir. La blague est finie. Hein. C'est pas amusant. C'est pas un funny fact. Escalade de la guerre commerciale, le Canada n'exclut pas de couper l'électricité aux États-Unis. On ne cédera pas aux menaces. On va répondre par notre savoir-faire industriel, notre travail et notre détermination. Guerre de mots entre Ford et Trump qui annonce de nouveaux tarifs sur les voitures canadiennes. I don't respond to a dictator like President Trump, but I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies. Et tout ça a un impact sur la pré-campagne électorale au Québec qui compte de nouveaux joueurs. L'ex-solidaire Vincent Marissal atterrit finalement au PQ. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon lundi, ça me fait plaisir de vous retrouver, surtout avec ce flot d'actualité, la guerre commerciale avec les États-Unis qui s'intensifie. Et chez nous, la campagne électorale qui n'est pas encore officiellement lancée, mais qui est déjà bien entamé, vous le constatez, il va y avoir des petites surprises également. Bref, on ne sait pas encore ce que les prochains jours, les prochaines semaines nous réservent, mais ce sera un automne chaud en politique, c'est certain. Pour faire le point, je retrouve mes collègues. D'abord, Sabrina, aujourd'hui, le président Trump qui en a remis une couche avec l'annonce de nouveaux contre-tarifs de 50 % sur les voitures produites au Canada. Oui, et vous allez voir aussi l'escalade se fait dans la joute verbale. Et Caroline, l'arrêt des négociations avec les États-Unis, ça crée beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes chez nous. Voilà, n'en pas douter, aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney et la première ministre Christine Fréchette qui étaient de passage du côté de Lévis pour une annonce quand même majeure. On parle de 11 milliards de dollars pour la construction de 6 brise-glaces qui se feront au cours des prochaines années. Et c'est une annonce qui est loin d'être banale dans le contexte, justement, de conflit avec les États-Unis. Donc, aujourd'hui, Mark Carney a dit que les négociations ont été rompues en fin de semaine en raison des demandes exagérées des États-Unis qui ne démontrent pas une collaboration entre les deux pays, alors que c'est ce qu'on recherche actuellement. Évidemment, c'est très révélateur, selon lui, du type de relation que veut instaurer Donald Trump avec ses partenaires. Et donc, il rappelle que, contrairement aussi à ce que Donald Trump laisse entendre, les États-Unis ont quand même pas mal besoin du Canada dans leur développement également. M. Carney estime quand même que c'est possible de reprendre les négociations, mais ça se fera pas n'importe comment. Je vous laisse entendre. Il veut détruire nos grandes industries, y compris l'industrie de l'automobile, avec des termes de négociation qui ne sont pas équitables. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous avons dit non. Il y a une meilleure moyenne. Mais ce sera un accord entre deux pays souverains. Un accord qui peut prendre des leçons de cette annonce aujourd'hui. Caroline, il y a été aussi question de la réplique du Canada aux tarifs américains. Évidemment, la question qui a été posée, on sent qu'on s'y prépare. Il y a des discussions qui avaient lieu encore aujourd'hui pour voir comment on va faire face à ces annonces ou à ces nouveaux tarifs qui sont en place de la part des États-Unis. Mark Carney, lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que le 8 septembre, oui, il y aura sûrement des choses qui vont être mises en place. On va devoir, par contre, réfléchir davantage à la façon de mettre tout ça en place. C'est un peu ce que dit également la première ministre Christine Fréchette. Selon elle, il faudra être stratégique. On a déjà des idées, on a déjà des leviers qui sont possibles, mais pour l'instant, donc, rien n'est écarté. C'est un nouveau paradigme dans lequel on évolue. Et il faut d'abord et avant tout reposer le plus possible sur nos propres ressources, nos propres talents, en même temps développer des nouvelles alliances. Et je dois vous dire qu'en matière de représailles, nous allons regarder ce qui est possible d'adopter comme mesure. Je pense qu'il faut aller là où c'est peut-être un peu plus sensible. Mais par ailleurs, pour l'instant, je ne veux rien exclure en termes de mesures, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais envisagé celle que vous évoquez. Mais rien n'est exclu à ce stade-ci. On entre dans une nouvelle phase. Donc, l'annonce d'aujourd'hui qui touche le chantier maritime d'Évis, on espère du côté de M. Carney et de Mme Fréchette que ça servira de base pour les prochaines discussions. Je vous rappelle quand même que ce sont 5 000 emplois qui seront soit créés, soit consolidés dans la région, à travers le pays également. Merci, Caroline.
Donc, Sabrina, on parle d'escalade. Donc, tu le disais, pas juste dans les tarifs et contre-tarifs, mais aussi dans l'ajout verbal. Mais il faut d'abord dire que le président Trump menace aujourd'hui de s'attaquer au secteur de l'automobile. Ouais, c'est une autre menace tarifaire qui vient s'ajouter donc aujourd'hui, Marie-Christine. Cette fois-ci, donc tu le disais, ça touche le secteur de l'automobile. Donc, Donald Trump qui voudrait imposer des tarifs de 50 et ça à partir du 1er janvier 2027. Ça toucherait, entre autres, toutes les voitures, les pièces automobiles, mais également les camions. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui sur Truth Social. Le président américain en a aussi profité pour dire que le Canada figure parmi les pires nations au monde avec lesquelles traiter. Et ce qu'il a ajouté, on le voit à l'écran, il se croit tout permis, donc le Canada, et pourtant, nous n'avons pas besoin du Canada. C'est eux qui ont besoin de nous. 95 de leur chiffre d'affaires provient des États-Unis, alors que nous, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas seulement aujourd'hui que le président américain qui a critiqué, en fait, le Canada. Il y a le vice-président J.D. Vance qui s'est aussi attaqué au pays. Il a dit que le Canada est un État. Par la suite, il s'est excusé aussi en riant, là, quand même, il faut le dire. Puis, rappelle-nous ce qui s'est passé, justement, là, entre le président Trump et le premier ministre de l'Ontario, là, qui s'attaquent finalement mutuellement. Oui, il faut dire que ça n'a jamais été une très grande histoire d'amour là, entre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et également le président américain, Donald Trump. Et aujourd'hui, disons que ça a escaladé à un tout autre niveau. Donc, aujourd'hui, le premier ministre de l'Ontario ne s'est pas gêné, en fait, pour dire ce qu'il pensait réellement de Donald Trump. Vous allez voir, ça laisse peu de place à l'imagination. On l'écoute. Well, he can kiss my ass as far as I'm concerned. We're going to go at him full steam. Bon, comme je le disais, c'est quand même assez clair et précis. Donald Trump aussi qui est allé de critiques assez virulentes aujourd'hui à l'endroit aussi de Doug Ford. Il a dit beaucoup de fanfaronnades de la part de Doug Ford, qui est le premier ministre de la province canadienne de l'Ontario. Il a même dit qu'il était moins intelligent que son frère, Rob Ford. Sans les États-Unis, encore une fois, il a dit que le Canada ne pouvait pas survivre et il a dit que c'était imputable au gouverneur Carney. Donc, on revient avec le mot gouverneur et à son larbin, Doug Ford. Donc, également, aujourd'hui, Doug Ford qui a critiqué, a d'ailleurs proposé, c'est-à-dire de couper les exportations d'électricité et de minéraux critiques. Mais voici comment il a réagi aux propos de Donald Trump aujourd'hui. And you think an insult from him hurts me? Well, bring it on, buddy. I'm ready. Bring it on. You know something? I've dealt with guys like you my whole life. And guess what? You all become losers because you're a loser. President Trump underestimates us, and that's the biggest mistake, underestimating your opponent. Sabrina, parallèlement à tout ça, Washington qui dément avoir demandé au Canada de faire des concessions sur le français dans les négociations. Oui, parce que ce qu'on nous a dit, c'est un des points qui avait échappé là, dans l'entente. Donc, tout ce qui est concernant la loi sur la découvrabilité des films et des séries en français sur les plateformes numériques. On nous a dit bon, que le français dérangeait. Et pourtant, aujourd'hui, Jamieson Greer, qui est le représentant au commerce des États-Unis, a dit ben moi, j'ai rien en fait contre le français. J'aime également beaucoup les Québécois. Je parle moi-même français, on l'a déjà entendu parler en français. Donc, on sent qu'on est venu démentir, en fait, que ça a chopé, notamment sur ce point-là. Je vous rappelle en terminant que, bon, le Canada voudrait donc émettre des tarifs douaniers à partir du 8 septembre prochain en contre-tarif. Oui, beaucoup de choses certainement d'ici là. Oui, Merci. oui. Merci, Sabrina. Maintenant, ces nouveaux tarifs qui frappent des secteurs qui étaient déjà ciblés par des taxes américaines. On pense notamment aux domaines agricoles, manufacturiers et du bois. En réaction, il y a de nombreux consommateurs qui appellent à nouveau au boycottage des produits américains. Les détails avec nos collègues de la Mauricie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Estrie. D'une crise à l'autre, on n'a jamais eu d'air. Tu sais, pour dire, tiens, on a passé au travers depuis 5-6 ans. Ça, c'est comme dire, ben, t'es pas encore mort, voici. Tu sais, c'est comme le coup de gaz. À 50 % c'est un embargo. Il y a 1200 entreprises manufacturières dans le centre du Québec et la Mauricie. Ça représente 40 000 emplois. De ce pourcentage-là, je ne suis pas capable de dire celui qui exportait vraiment aux États-Unis ou qui. Mais on a beaucoup de... On appelle ça des sous-traitants tiers 1, 2, 3, c'est-à-dire les niveaux de sous-traitance. Des fois, j'ai la propriété intellectuelle d'un produit, donc tu ne peux pas le refabriquer ailleurs sans ma permission. Eux autres vont survivre. Celui qui était ni plus ou moins qu'un département de production d'un autre donneur d'ordre qui, lui, exportait à 70 % dans la chaîne alimentaire, c'est sûr que c'est le premier qui va être écopé. Ici au Saguenay, l'industrie forestière est frappée d'une autre façon par cette nouvelle menace tarifaire, alors que certaines catégories de produits du bois sont maintenant touchées par cette vague de tarifs de 50 %, ce qui pourrait engendrer des conséquences sur la valeur des productions. C'est certain que c'est pas une bonne nouvelle. Là. Ça va toucher beaucoup d'entreprises de deuxième
deuxième, troisième transformation dans les industries des meubles ou des poutrelles, ces choses-là. C'est certain que si l'industrie est moins rentable et moins compétitive, bien, éventuellement, ça peut amener à les fragiliser, puis peut-être aussi des fermetures quand ça dure trop longtemps. Puis par après, ben là, nous, c'est que ça nous enlève nos marchés pour nos producteurs. D'autre part, les producteurs agricoles régionaux devront une fois de plus s'adapter et innover, le secteur étant également touché par ces tarifs qui ciblent notamment les produits horticoles et laitiers. L'important, c'est de savoir d'avance. Quand on sait d'avance, des fois, on peut réussir à trouver d'autres marchés, d'autres portes de sortie pour nos produits idéalement. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il faut soutenir, puis il ne faut pas lâcher dans ces moments-là. Lors de la première vague d'imposition des tarifs, les Québécois ont été nombreux à boycotter les produits américains. Près d'un an et demi plus tard, et avec les nouveaux tarifs implantés au cours du week-end dernier, est-ce que ce boycott est toujours aussi fort? Le plus possible. Peut-être un peu moins, avec un peu moins de sel qu'au début, mais oui. Toujours, mais c'est pas toujours évident parce que des fois, c'est même pas marqué d'où ils viennent les produits. On a mis ça de côté, tout ce qui vient des États-Unis. Depuis le début des tarifs? Ah oui. On veut punir Trump autant qu'il nous punit. Oui, mais j'ai un peu oublié ce principe, mais je vais y revenir facilement avec ce qui se passe. On porte plus attention, mais sans plus... Même si l'inflation a été importante au cours de la dernière année, le prix des produits ne semble pas être un enjeu. Il y a d'autres choses à protéger que nos sous. On regarde le local aussi, là, mais ouais, le prix a un impact. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Trois-Rivières, Coralie Morancy. Pour Nouveau Info. On y a fait allusion un peu plus tôt. Ottawa qui confirme un investissement majeur, quand même 11,3 milliards de dollars pour faire construire 6 brise-glaces. Une annonce majeure annoncée aujourd'hui à Lévis par le premier ministre du Canada aux côtés de Christine Fréchette. Compte rendu, Laurence Royer. Le premier ministre répète souvent, le Canada a ce dont le monde a besoin. Bien, aujourd'hui, j'ai le goût de dire... Lévis et le Québec ont ce dont le Canada a besoin. Le point de presse du premier ministre fédéral Mark Carney ainsi que de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, vient tout juste de se terminer. Maintenant, on veut savoir ce que ça va changer dans notre région. Donc, on est allé parler aux députés de notre coin. Qu'est-ce qu'on a que le Canada a besoin? On a le plus grand chantier au Canada qui est en train de renaître, qui va construire les brise-glaces dont le Canada a besoin. Que ce soit pour le fleuve Saint-Laurent, que ce soit pour l'Arctique, que ce soit... Alors ça, c'est très important, surtout dans le contexte actuel où on sait qu'on doit diminuer notre dépendance envers les États-Unis. L'endroit qui va connaître la croissance démographique la plus grande au cours des prochaines années, il y a la capitale nationale, puis il y a la Chaudière-Appalaches. Puis à l'intérieur de la Chaudière-Appalaches, il y a Lévis. Est-ce que ça vient avec un poids sur les épaules de contribuer peut-être à ce conflit commercial-là avec les États-Unis pour la région? Bien, je pense qu'on a tous une responsabilité de faire notre part pour aider nos travailleurs puis aider nos entreprises. Puis ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est exactement ça. Est-ce que c'est pour envoyer un message aux États-Unis? Bien, disons que cette annonce-là, ça fait des mois qu'on y travaille. Donc, je dirais qu'elle prend son sens, elle prend un sens nouveau dans le contexte actuel. Parce qu'on vient de dire ici, notre souveraineté, c'est d'avoir les capacités industrielles de bâtir les navires dont la garde côtière a besoin, dont la marine royale a besoin. Pour les Américaines, les questions sur la langue française, la culture québécoise, la culture francophone, la culture canadienne, ils sont des questions d'irritants. Ici, au Canada, ils sont des droits. Notre ligne rouge, qui est de préserver l'exemption culturelle, de protéger, d'avoir les coups des franges pour protéger la culture, la langue française, cette ligne-là, elle n'a jamais bougé d'un iota. Elle était là au début des pourparlers, des négociations, elle sera toujours là. C'est dans la Constitution, vous savez, le pays est un pays bilingue. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement fédéral défende la langue française. Il y a un sondage selon lequel 3/4 des gens appuient la décision de M. Carney de se retirer de la table de négociation. Qu'est-ce que ça fait d'avoir les Canadiens derrière vous dans le rapport de force?
c'est fondamental. Surtout depuis vendredi soir, là, je dirais que c'est particulièrement accru qu'il y a cette volonté-là de dire il faut se tenir, il faut être unis, puis il faut faire preuve de solidarité parce que ces tarifs-là, oui, ils vont avoir un impact, mais il faut se tenir les coudes serrés puis s'entraider. Alors, on le rappelle, hein, selon le gouvernement fédéral, il s'agit du plus grand investissement de l'histoire maritime du Québec. Un peu plus de 11 milliards de dollars déboursés pour la construction de 6 brise-glaces ici au chantier Davy de Lévis. On prévoit environ la création de 5 000 emplois, dont plusieurs ici à Lévis. À Lévis, Laurence Royer pour Nouveau Info. On va parler maintenant de l'état de nos infrastructures au Québec. Un sondage léger commandé par l'Ordre des ingénieurs du Québec révèle que près de la moitié des Québécois affirment qu'eux ou encore un membre de leur famille ont vécu des désagréments à cause du mauvais état des infrastructures. On va en parler tout de suite avec la présidente de l'Ordre des ingénieurs, Sophie Larivière-Manta. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, est-ce que les résultats vous surprennent? Les résultats sont pas surprenants. On en a vu beaucoup dans les médias dans les derniers mois, que ce soit les nids de poules répétés ce printemps ou encore la pluie dans les centres hospitaliers. Nécessairement, ça a de l'impact sur les services qui sont donnés à partir de ces infrastructures-là. Donc, on n'est pas surpris que la population soit touchée. Ce qui nous intéressait de savoir beaucoup dans le sondage, c'était de briser le mythe que lorsque par exemple, la population ne voit pas les infrastructures, par exemple, que ça soit en eau ou autre, mais ça reste un sujet qui est important de régler le déficit de maintien d'actifs et c'est d'ailleurs plus important que de créer des nouvelles infrastructures, de l'ordre de 71 % versus 22 à peu près. Oui, parce que sans surprise, on le comprend, là, que c'est l'état des routes qui cause le plus de désagréments et à Montréal notamment. Oui, exact. Le sondage révélait qu'il y avait 33 % des gens, des Montréalais finalement, qui connaissaient quelqu'un ou à qui c'était arrivé directement, qui avaient eu des enjeux avec leur véhicule par rapport aux routes. Donc, c'est énorme, c'est visible et c'est un exemple du 45 milliards de déficit de maintien d'actifs. Là, on parle juste des actifs provinciaux. Vous ajoutez à ça un autre 45 milliards pour l'eau au niveau des municipalités, plus toutes les autres infrastructures dont on n'a pas les données. Donc, nécessairement, il y a une portion qui est visible parce que rendu à ce montant-là de déficit, c'est sûr que ça se voit puis ça se ressent. C'est clair, mais c'est quand même de gros montants d'argent. Quand on pense au coût de la vie actuellement, les gens se soucient davantage de savoir s'ils vont réussir à payer leur loyer, payer leur panier d'épicerie. Mais avec le déclenchement de la campagne électorale, est-ce que vous pensez que l'état de nos infrastructures, c'est véritablement un enjeu pour les électeurs? Oui, c'est ce qui nous révèle. Il y a 80 % d'entre eux qui nous disent que ça devrait être un sujet des élections et qui sont préoccupés par le vieillissement des infrastructures. Ça reste que l'eau, c'est une ressource essentielle qu'on a au robinet tous les jours et qu'on est capable d'évacuer. C'est important. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est de savoir quel est le plan. Parce qu'évidemment que demain matin, on ne résorbera pas 45 milliards de déficit de maintien d'actifs, mais c'est quoi le plan des prochaines années? Comment on va faire pour obtenir les données des infrastructures qu'on n'a pas nécessairement? Ça va être quoi le plan pour la planification long terme d'ici 20, 30 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Puis encore, c'est quoi le plan pour réduire le déficit de maintien d'actifs? On sait qu'il augmente depuis des dizaines d'années. Maintenant, comment on inverse la tendance pour pouvoir passer à travers la crise? Oui, parce que c'est pas évident tout ça. Bien, merci beaucoup, Madame Sophie Larivière-Manta, d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Opération policière d'envergure à la baie au Saguenay. 8 personnes interpellées. Les détails au retour. On va aller faire un tour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Xavier, parle-nous de cette importante opération policière à la baie ce matin. Oui, c'est survenu ce matin, comme tu l'as dit, sur la rue des Saules, derrière moi, qu'on peut apercevoir, dans l'arrondissement de l'Abbé à Saguenay. Le service de police a reçu un appel assez nébuleux vers 6 heures du matin qui demandait d'amener les patrouilleurs et les enquêteurs assez rapidement. Ils se sont rendus sur place et selon nos informations, ce sont 8 personnes qui ont été interpellées par les policiers. Les 8 personnes se trouvaient dans une des maisons de la rue des Saules. Il n'y a toujours pas eu d'arrestation pour le moment, ni d'accusation. Et il n'y a pas eu de coup de feu non plus, ni de personnes blessées. Alors, quand je vous dis que c'est une situation assez nébuleuse, on n'a pas plus d'informations pour le moment. Mais la rue des Saules a été barrée pour un bon moment de la journée. On peut entendre la porte-parole du service de police de Saguenay, Caroline Darvaux, à ce sujet.
C'est un appel dont la nature était qu'on avait des raisons de crainte pour la sécurité d'une personne qui habitait une résidence privée de la rue des Saules. Donc, il y a un très important déploiement policier. Nous, ce qu'on voulait, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas personne dont la sécurité était compromise. Puis, en même temps, on voulait aussi assurer la sécurité de nos policiers. Donc, c'est la raison pour laquelle la rue des Saules, elle était fermée à la circulation. L'opération a pris fin dans les alentours de midi aujourd'hui, mais comme je vous disais, c'est une situation assez nébuleuse. On n'a pas plus de détails. Donc, il y a plusieurs thèses qui sont encore à vérifier, là, comme la possibilité d'une séquestration et même à savoir si ça peut avoir un lien avec la guerre des stupéfiants qu'on connaît ici à Saguenay depuis déjà quelques années. Et on devrait en apprendre plus là, dans les prochaines semaines, le temps que le service de police de Saguenay fasse son enquête. Merci beaucoup, Xavier. Maintenant, Coralie, des athlètes de la Mauricie qui vont bientôt participer aux mondiaux de bateau-dragon à Taïwan. Ouais, ils s'entraînent ici depuis des mois à Trois-Rivières et ils se sont qualifiés afin de participer au championnat mondial de bateau-dragon à Taïwan. Les 13 athlètes de Paracuda prendront l'avion mardi et les courses débuteront officiellement du 29 août jusqu'au 6 septembre. Ils prendront le temps de tester les embarcations de l'Asie qui sont différentes de celles avec lesquelles ils se préparent ici. Paracuda, bon, c'est une équipe qui réunit des athlètes avec et sans limitation physique ou intellectuelle, oui. Notamment, l'équipe est composée d'une personne sourde, une paraplégique. J'ai même rencontré là, une dame qui a subi un AVC et d'autres qui sont sur le spectre de l'autisme. Une interprète en langage des signes les accompagne d'ailleurs pour faciliter les échanges sur leur bateau et même pendant leurs entraînements. Malgré leurs différences, les membres de Paracuda s'entraident et s'adaptent. Ils disent même que c'est ce qui fait la force de leur équipe. Les membres, ces championnats mondiaux représentent pour eux tout le travail accompli depuis plusieurs années. Ils sont fébriles et ils ont hâte de représenter le Québec et même le Canada dans la catégorie des petits bateaux. Je vous laisse d'ailleurs entendre certains athlètes. C'est sûr qu'on ramène quelque chose dans notre cou en revenant. Là. Il reste à déterminer la couleur, les couleurs, là, parce qu'on en ramènera plus qu'une médaille. Là. Moi, dans ma famille, j'ai des gens. J'avais des gens de ma parenté qui avaient des limitations, une personne aveugle et une personne semi-voyante. Donc, j'ai côtoyé ce genre de réalité-là très jeune. Donc, je me disais que c'était un beau retour du destin de vivre une expérience comme ça avec d'autres personnes. Une autre équipe de Trois-Rivières prendra également part à ce championnat, mais dans une autre catégorie à Taïwan. Merci beaucoup, Coralie. Au revoir. They asked too much and they offered too little. Attention, depuis samedi, c'est le retour des tarifs américains sur plein de produits, dont les décorations de Noël. Donc, voici une liste des choses qui sont visées cette fois-ci. Si vous avez profité du soleil cette fin de semaine, vous l'avez peut-être manqué, mais on n'a pas réussi à faire d'accord avec nos voisins du Sud. The United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada. Ce qui veut dire nouvelle vague de tarifs de 50 % sur plein de produits d'exportation canadienne. Bon, il y a 3 décrets présidentiels qui touchent principalement la machinerie, les produits laitiers et l'alcool, mais ça englobe vraiment plus de choses. Donc, dans la catégorie alimentaire, on a le lait, la crème, des sirops, la mélasse de canne, le miel naturel, la bière, le vin, les spiritueux et plein d'autres dérivés du lait. Dans la catégorie véhicules et électroniques, on a les motocyclettes 800 cc ou plus, l'équipement de réfrigération, de congélation, les téléphones intelligents, les consoles de jeux vidéo et beaucoup de machines précises pour emballer ou étiqueter. Et le Trump menace d'ajouter les automobiles et l'acier en janvier. Et finalement, dans la catégorie choses diverses, on a plein de plantes, de la peinture, des huiles essentielles, des eaux de baleine, des piscines, des pantalons, des chandails. Bon, on va pas faire la liste au complet, mais ça s'applique à environ 5 % des exportations canadiennes vers les États-Unis. Et ça, c'est estimé à environ 28 milliards de dollars par année. Si tu veux connaître tous les produits et avoir un suivi de la situation, clique sur les liens en bio. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. À Ottawa, les oppositions se prononcent sur la réponse canadienne aux tarifs américains. Et tarif contre tarif, comment la guerre commerciale pourrait changer vos habitudes de consommation? Et exclusif Nouveau Info, 3100 logements, plus de 4000 dossiers au total. L'enquête qui soulève des questions sur les pratiques d'un géant de l'immobilier. Il veut détruire nos grandes industries, y compris l'industrie de l'automobile, l'industrie de l'acier et de l'aluminium, avec des termes de négociation qui ne sont pas équitables. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous avons dit non. Donc, cette guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis qui se poursuit de plus belle. Je retrouve notre collaborateur à Ottawa, Christopher Dardy. Bonsoir.
Bonsoir, Marie-Christine. Alors, on vient de l'entendre, Mark Carney, qui a répondu longuement aux questions des journalistes lors du point de presse à Lévis. Il veut que sa contre-attaque soit bien sûr stratégique. Il veut frapper là où ça fait mal. En effet, on peut l'imaginer en train de dépoussiérer la liste des tarifs qu'ils avaient en 2018, lorsque Justin Trudeau avait été dans une situation semblable et avait envoyé une réplique, ma foi, très, très, très précise des produits du Kentucky, les produits de la Floride, des grands endroits où les républicains sont importants aux États-Unis et surtout veulent gagner les élections de mi-mandat qui s'en viennent dans quelques semaines ou quelques mois. Alors, on imagine que ça va être ça. J'écoutais tantôt le ministre Dominique Leblanc qui disait que la réponse du Canada pourrait venir dans les prochaines heures, probablement demain, en fait. Alors, on saura à partir de ce moment-là quelle liste de produits américains seront tarifés à leur arrivée au Canada. Mais ce qu'il faut noter aussi aujourd'hui dans sa réponse à M. Carney, c'est qu'il n'a pas répété sa promesse de faire une réplique dollar pour dollar. Ouais. Et ça m'a intrigué, ça, parce que on le savait, samedi, il a été très clair, ce serait une réplique dollar par dollar. On peut imaginer donc un équivalent de 28 milliards de dollars canadiens ou 20 milliards de dollars américains. Si ce n'est pas le cas demain, bien, il va falloir expliquer pourquoi est-ce que sa réplique fait peut-être moins fort ou plus fort, on peut voir, et pourquoi ils auront fait ces choix-là. Mais c'est une omission aujourd'hui assez intéressante. Ouais, et même si la majorité, Christopher, des élus appuie la décision de Mark Carney d'arrêter les négociations, il doit quand même y avoir de l'inquiétude parmi les élus, non? C'est la même incertitude qui règne partout, effectivement. Marie-Christine, quels seront les effets de cette guerre tarifaire et surtout, où arrêtera-t-elle? On sait déjà que M. Trump, aujourd'hui, a promis davantage de tarifs le 1er janvier. Bon, le 1er janvier, on s'entend, c'est très loin. Ça laisse énormément de temps pour régler cette négociation ou que ça s'empire, évidemment. Mais pour l'instant, la question que plusieurs députés se posent, c'est où est-ce que ça va arrêter et comment est-ce que ça va affecter les industries dans leur circonscription, évidemment. Mais il va sans dire que je n'ai pas vu encore beaucoup de voix, surtout pas la grande majorité des députés de tous les partis appuient la décision de M. Carney de se retirer de la table de négociation. Et il y a même Pierre Poilievre, Christopher, qui demande à Mark Carney de convoquer la Chambre des communes. Est-ce que ça peut se faire? Ça peut absolument se faire. Est-ce que Mark Carney, lui, qui a montré un grand intérêt pour les travaux de la Chambre dans la dernière année, et je dis ça de façon sarcastique, évidemment, voudra le faire, bien, la question se pose. Mais il y a un argument quand même assez important. C'est le Canada qui négocie. Le Parlement est une institution très importante qui représente l'ensemble du gouvernement et du législateur fédéral. Et évidemment, il y a énormément de questions. Quelle était la dernière mouture de l'entente qui n'a pas été signée? Ces questions-là n'arrêteront pas d'ici le 21 septembre, qui est la date en ce moment prévue pour le retour. Toute une rentrée politique quand même. Merci beaucoup, Christopher. On l'attend avec impatience. Merci. Merci. Maintenant, le message est clair, hein? Les Canadiens qui serrent les rangs derrière Mark Carney. Selon un tout récent sondage, il y a 3 Canadiens sur 4 qui appuient sa décision de refuser l'entente proposée par Washington. Et les consommateurs semblent de nouveau tourner le dos aux produits américains. Lily Mercure. C'est notre souveraineté, c'est notre autonomie. Je vois pas pourquoi j'aurais intérêt à encourager des gens qui veulent nous assimiler. Comment les nouveaux développements dans la guerre tarifaire avec les États-Unis vont affecter les habitudes de consommation des Québécois? Maintenant, c'est pour boycotter les Américains, je suis le premier. Tiens, si tu regardes ma casquette. On va essayer de la faire pour le Québec. Hein? Un Make Québec Great Again. Il faudrait le mettre en français. On va le faire en français. Ouais. Donc, rendre le Québec plus fort. Et s'ils veulent mettre des barrières, on va être obligé de mettre des barrières aussi, parce qu'on ne va pas se faire marcher dessus. Là. Il y a eu un boycott important des produits américains l'année dernière, mais le mouvement a commencé à s'essouffler au printemps, notamment en raison de l'inflation. Les plus récentes données du Conseil québécois du commerce de détail révèlent que la proportion de Québécois qui veulent éviter à tout prix les produits américains est passée de 59 % en avril 2025 à 49 % au début du mois d'août. Avec ce qui se passe actuellement, avec les tarifs, avec la nouvelle imposition de l'équipe du président Trump, ça va donner quand même un coup de fouet à nouveau. Je mettrais juste un bémol où il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas oublier le commerce déloyal et peut-être qu'une partie va être intéressée à acheter sur des sites comme Temu et Shein, qui ne sont pas américains, mais qui sont pas chers et qui risquent d'influencer aussi le fait d'acheter autre chose que de l'achat local. C'est certain qu'il va y avoir plusieurs entreprises qui vont être affectées par les tarifs américains et vont rechercher de nouveaux marchés. Alors, c'est peut-être
quand même assez opportun de voir les épiciers et les consommateurs supporter nos entreprises locales plus que jamais, là, parce que vraiment, ça va faire mal, là. On parle de 1,5 à 2 milliards de dollars de vente aux États-Unis. Ça doit être italien, ou je sais pas quoi, ou québécois, ou Canada. Ça, Canada, oui. Moi, j'ai continué dans le même sens. Oui. Parce que c'est un monsieur qui reculera jamais. Même si on recule sur certains trucs, il va nous attaquer avec d'autres trucs, et puis ça n'a aucune fin, quoi. On n'arrête plus d'Américains. Tu as bien vu les produits canadiens, c'est de meilleure qualité. Les Québécois, ben oui, les bonnes fraises du Québec. Avec tout le coût de la vie qui augmente, des fois, on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que si j'ai le choix entre canadienne et américain, je vais choisir canadienne. En terminant, 81 des Québécois disent augmenter leurs achats dans les commerces locaux, d'après le Conseil québécois du commerce de détail, et ça se ressent sur le terrain. Je mange des petits fruits, des bleuets sauvages du lac Saint-Jean. Ah oui? Oui. Ah oui. Donc, c'est important pour vous d'encourager le local. Oh oui. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info. Oui, il faut acheter des bleuets du lac, c'est important. Maintenant, on poursuit sur les conséquences de la guerre commerciale avec notre nouveau chroniqueur économique, Michel Girard. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, quelles sont, selon toi, les premières conséquences de ce nouveau volet de la crise tarifaire? Bon, évidemment, il y a beaucoup d'enflures verbales. Et ce qui est clair, là, et ce qu'il faut toujours se souvenir, c'est que la guerre tarifaire, là, tout le monde est pénalisé dans cette histoire-là. Il n'y a personne qui gagne. Du côté des Américains, avec leur tarif de 50 %, évidemment, Trump, il va pénaliser les Américains. Et nous, avec nos contre-tarifs, s'ils sont également de 50 %, on va pénaliser les Canadiens et les Québécois. Donc, personne gagne au change dans cette histoire-là. En plus de ça, évidemment, nous, avec ces nouveaux tarifs de 50 % de Trump, c'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont fragilisés. Toutes les entreprises qui vont être visées par les produits en question, là, qui vont subir des tarifs, plus évidemment les milliers d'employés qui risquent de perdre leur job ou de voir leur nombre d'heures de travail diminuer. Donc, ça a évidemment des conséquences énormes sur ces gens-là. Puis par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'avec nos tarifs, nos contre-tarifs, c'est pas les Américains qui vont payer des contre-tarifs, là. C'est nous, les Canadiens, sur les produits importés des États-Unis. Il faut toujours se rappeler de ça. Et puis là, les gens disent, oui, on va les boycotter. Sauf que le fait, tu sais, il n'y a rien de mieux qu'une guerre commerciale, n'est-ce pas, pour faire pression à la baisse sur le prix des produits. Si les produits américains sont trop chers, ça va faire pression à la hausse sur les produits canadiens ou les autres produits. Donc, finalement, le consommateur, il ne gagnera pas, c'est sûr. Mais de notre côté, Michel, le gouvernement canadien, Mark Carney, ne peut pas rester comme ça, assis, les bras croisés et ne pas répliquer. Non, là, on arrive à un point. Moi, j'ai toujours été contre, hein, c'est pas compliqué, des contre-tarifs. Cependant, là, je viens de changer d'opinion, d'avis, parce que je trouve que le timing est en notre faveur à l'heure actuelle. La raison est simple, c'est qu'il va y avoir en novembre des élections de mi-mandat du côté des Américains. Alors, c'est Trump qui subit beaucoup de pression parce que les Américains sont... En tout cas, une grande portion des Américains sont fâchés contre ces fameux tarifs qui ont eu des pressions à la hausse sur le prix des produits que les consommateurs américains achètent. Alors, mais étant donné que c'est en notre faveur, le temps joue en notre faveur, alors ce qui fait que là, maintenant, la guerre des contre-tarifs que l'on livre, là, je la trouve opportune, même si elle nous fait mal, il ne faut pas oublier. Puis en plus de ça, toutes les entreprises qu'on va aider, là, tu sais, c'est beau d'aider des entreprises, que ce soit par des subventions salariales, etc. Qui va payer en bout de ligne? Bien, c'est évidemment, ce sont les contribuables consommateurs québécois, canadiens. Oui. À suivre. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir. Ça fait plaisir. Salut Alain! Salut Marie-Christine! Tellement de choses dans l'actualité aujourd'hui et pour les prochaines semaines, ma foi, il y a beaucoup à dire. Je veux d'abord revenir avec toi sur cette annonce un peu surprise aujourd'hui. On apprend que Vincent Marissal va se présenter pour le Parti québécois dans Tachereau. Oui, et surprise parce qu'il nous avait dit qu'il était fatigué, abîmé, abîmé de la politique. Il quitte Québec solidaire. Ça envoie un très mauvais message personnellement pour Québec solidaire parce que ça envoie le message aux gens, à la population,
qu'il ne croyait plus en cette formation pour pouvoir faire avancer les choses. Oui, mais ça, remarque, on le savait, il l'avait dit, il était rendu député indépendant, mais il avait vraiment dit que son réservoir était vide pour poursuivre en politique. Et là, on voit qu'il se représente. Il n'est plus nécessairement vide pour aller avec un parti qui peut penser à gouverner. Puis c'est là, je trouve que ça alimente peut-être un peu plus le cynisme chez une partie de la population lorsqu'on voit cela. C'est pas la première fois, cependant. Vincent Marcel nous a habitués avec des changements de cap avec les formations politiques avec qui il a négocié. Comment t'appelles ça, là? Oui, c'est un terme qu'on n'a pas le droit d'utiliser à l'Assemblée nationale, mais moi, je peux me permettre ici, girouette, honnêtement. La présidente n'est pas ici, donc ça va. C'est passé du Parti libéral du Canada à Québec solidaire, de Québec solidaire au Parti québécois. Ça fait beaucoup de changements en termes de valeurs et de position politique, là. Maintenant, je veux revenir avec toi sur ce conflit commercial aux États-Unis. On en parle énormément. On a vu ce long point de presse aujourd'hui présenté par Mark Carney aux côtés de Christine Fréchette. Mais est-ce que cette crise commerciale-là, avec ces annonces qui se multiplient avec le gouvernement fédéral, est-ce que c'est un véritable cadeau pour la CAQ en ce moment? Oui. Tantôt, M. Girard expliquait les impacts là, au niveau des Québécois canadiens versus Américains, puis que le moment était bon à ses yeux que le Canada fasse des contre-tarifs. Mais si on se met dans la position des partis politiques, moi, je ferais un peu l'histoire de ce qui s'est passé au fédéral. On a eu Donald Trump qui a été élu, les tarifs se sont installés. On se rappelle que Pierre Poilievre était en avance de plus de 20 dans les sondages pendant 1 an. Et Mark Carney est arrivé. Et là, tout d'un coup, les partis d'opposition n'ont pas adapté leur discours. Ils continuent à essayer d'associer le Parti libéral du Canada à Justin Trudeau, à maintenir leur position, au lieu d'adapter face à la nouvelle réalité qu'on avait. Et là, c'est le danger pour les partis d'opposition, parce que Christine Fréchette, aujourd'hui, se place en position de première ministre face à la population. Aujourd'hui, annonce sur la Davie. Mais est-ce que ça peut avoir un effet pervers pour elle, pour sa campagne électorale, de dire qu'elle peut avoir besoin, qu'elle doit avoir besoin de son grand frère pour remonter dans les sondages? J'ai envie de te dire que quand on regarde les résultats, Mark Carney, 86 des Québécois appuient sa démarche. Elle s'associe à quelqu'un qui est aussi populaire présentement au Québec, alors qu'elle est en position de pouvoir négocier, de montrer sans chicane qu'elle peut avoir des gains pour le Québec, comme sur la Davie, comme avec l'entente avec Terre-Neuve la semaine passée. Je te dirais qu'à mes yeux, c'est un très bon coup pour elle, puis ça lui permet de prendre toute la place dans l'espace médiatique. Je voulais qu'on parle ensemble des slogans, mais on n'aura pas le temps. Je pense qu'on va pouvoir en reparler ou peut-être pas. On dépend si on a d'autres sujets demain. Merci, allez, à demain, bye-bye. Bonne journée. Les pratiques d'un propriétaire d'immeuble sur l'île des Sœurs fait rager la députée de Verdun. L'entreprise albertaine possède une bonne partie du parc immobilier de l'île, soit 3100 portes. Ça, c'est l'équivalent de 48 terrains de football. Sauf que Structure métropolitaine a littéralement engorgé le tribunal administratif du logement avec plus de 4000 causes. Et pendant ce temps-là, il y a certains locataires qui contestent des hausses de loyer, qui jugent excessives et attendent une audience depuis près de 5 ans. Voici ce qu'a obtenu Véronique Dubé. Nous sommes sur l'île des Sœurs. Tous les immeubles que vous voyez, sans exception, appartiennent au même propriétaire, Structure métropolitaine. Ça représente 3100 portes, valeur de 700 millions de dollars. Ici, c'est un escalier. On voit que le building est en train de travailler. Madame Grégoire vit ici depuis 45 ans. Elle dénonce le manque d'entretien et la présence de rongeurs, entre autres. Et en plus, on a eu 4 mois sans ascenseur. Plusieurs locataires exaspérés se sont réunis et ont contacté leurs députés. J'ai reçu une augmentation de loyer, je ne sais pas quoi faire. Il y a des souris dans mon appartement, je ne sais pas quoi faire. Elle a découvert que l'entreprise a plus de 4000 causes au tribunal administratif du logement. Elle a développé une pratique particulière qui consiste à faire signer un bail sur 2 ans. Et elle propose des hausses de loyer nettement supérieures au taux de 3,1 % que suggère le tribunal. Et là, on démarre avec le 9 % pour faire peur, pour vous faire réagir. Là, on sait très bien qu'on va aller, on va négocier. Et là, c'est 5 %. Deuxième année, 5,5 %.
La première année, une hausse très importante qui dépassait des fois de 2-3 fois les indices du TAL sans aucune pièce de justification. Et lorsqu'ils allaient pour négocier, on leur disait « Bon, mais on va étaler la hausse sur 2 ans. » J'avais jamais vu ça de ma vie. Puis moi, je pense que c'est une pratique qui devrait être contrôlée, voire interdite. La pratique n'est pas illégale, mais cette avocate rappelle que les locataires peuvent refuser de telles ententes. Par exemple, oui, mais il était prévu qu'on nous augmente de 250 $ par mois, par exemple, mais on considère que c'est excessif. Ce n'est pas illégal de mettre un montant. Par contre, les locataires ont quand même des recours possibles. Selon l'enquête de Québec solidaire, sur 433 jugements épluchés, 95 % des causes ont été amenées devant le tribunal par le propriétaire. D'ailleurs, le tribunal est tellement engorgé que les délais s'élèvent maintenant jusqu'à 5 ans pour être entendus. Je parle de 2021 et depuis ce temps-là, j'ai toujours vu des augmentations qui n'étaient pas justifiées. Donc, je suis encore avec le TAL en fixation de bail. Le premier actionnaire de structure métropolitaine, c'est Boardwalk, basé à Calgary. Il faudrait un TAL juste pour Boardwalk. Selon Québec solidaire, c'est l'exemple parfait que la loi doit être réformée pour serrer la vis aux grands propriétaires. Il faut raccourcir les délais, puis il faut anonymiser les dossiers, surtout quand les locataires ne sont pas fautifs. Il n'y a jamais de retour à nos demandes. C'est très dur d'avoir un interlocuteur à qui parler. Et c'est cumulatif, là, exponentiel. Bien là, on se dit, il y a tellement de gens qui sont insatisfaits. Il y a des limites. L'union fait la force. À Montréal, Véronique Dubé, pour Nouveau Info. L'Ukraine souligne aujourd'hui le 35e anniversaire de son indépendance. Plusieurs dirigeants européens se sont joints au président Volodymyr Zelensky à Kiev aujourd'hui pour réaffirmer leur soutien au pays. Ça fait plus de 3 décennies que les Ukrainiens ont rompu avec l'Union soviétique et le combat pour préserver cette indépendance se poursuit. L'Ukraine et la Russie continuent de se bombarder presque sans répit depuis 4 ans maintenant. Bonsoir, Raphaël. Bonne rentrée. Merci, bien contente de te retrouver. On va y aller avec une nouvelle triste pour commencer ta chronique culturelle parce que le producteur de films québécois René Malo, qui est notamment derrière le déclin de l'Empire américain, nous a malheureusement quittés. Oui, il est mort à l'âge de 84 ans. Ça faisait plusieurs années qu'il souffrait de la maladie de Parkinson. Il faut dire qu'il a commencé sa carrière d'abord comme producteur d'artistes. Il a travaillé entre autres avec Diane Dufresne, avec Offenbach, avec Robert Charlebois, avant de se tourner vers le cinéma en 73, là où il a lancé sa compagnie de films, sa compagnie de production de films, Malo Film Distribution. C'est avec cette compagnie-là qu'il a produit plusieurs longs-métrages, notamment, tu l'as dit d'entrée de jeu, l'un de ses films les plus marquants, qui est Le déclin de l'Empire américain, film qui s'est rendu aux Oscars en 87. Et pour vous dire à quel point il est marquant, bien, entre autres, on lui avait donné en 2010 le prix Jutra Hommage pour saluer l'ensemble de sa carrière. Également en 2013, on l'avait nommé chevalier de l'Ordre national du Québec, donc René Malo qui laisse une trace dans le milieu artistique. Nos sympathies à sa famille. Maintenant, on va aller complètement ailleurs. Crave qui vient tout juste de dévoiler une grande nouveauté pour la prochaine saison d'Occupation Double. 20e saison d'Occupation Double, OD Panama, ça s'en vient le 6 septembre sur Nouveau et sur Crave. Et il y aura un balado officiel qui va être déposé sur Crave le 5 à 7 OD et ce sont elles qui vont l'animer. Le gars, ce que je recherche, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'en vais au dé? Attends un peu, je pense que t'as mal compris. Là. Tu t'en vas pas au Panama, là? On s'en va animer le podcast officiel de la 20e saison d'Occupation Double. Hein? Rosemary Santerre et Jessica Roux, donc deux personnalités connues du monde du podcast, sont elles qui vont animer le 5 à 7 OD. Ça va être diffusé dès le 8 septembre. Ils vont s'entretenir avec tous les exclus d'Occupation Double. On va en prendre plein de potins avec eux autres. C'est les petits potins. Maintenant, Raphaël, Christopher Nolan qui a frappé un coup de circuit avec son dernier film. Avec son film L'Odyssée. Plus d'1,5 milliard de dollars en recettes. Donc, c'est son film de toute sa carrière qui lui a rapporté le plus de recettes. Ça met en vedette, entre autres, Anna Hathaway et Matt Damon. Et c'est le film classé R le plus rentable de l'histoire. Donc, un film où les 17 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte. Bien, c'est le film, je le précise quand même. Tu peux y aller, toi? Oui, je peux y aller. Viens avec moi pareil, des fois que je penserai pas. Pas drôle. Merci, Raphaël. À demain.
Ce week-end, en Chine, il y a des robots qui ont battu des records sportifs humains, notamment celui d'Usain Bolt au sprint 100 mètres. Ça s'est passé dans le cadre des Jeux mondiaux des robots humanoïdes à Pékin, une compétition internationale consacrée à la robotique. Donc, les machines se sont aussi affrontées à la boxe, au soccer et aux arts martiaux. Et au-delà de quelques performances et de quelques chutes spectaculaires, c'est surtout une façon pour la Chine de démontrer les avancées de son industrie robotique. Et ce n'est pas un robot qui est à la barre des débatteurs ce soir. C'est le retour de Michel Bérère. Salut, Allô! Michel! Content de te retrouver. Oui, non, moi aussi. Quand même. Oui, évidemment. On va avoir tout un automne, hein, Tout tous les un deux. automne, ça s'annonce assez corsé et chaud et intéressant. Oui, et beaucoup de débats à venir. Et ça commence ce soir, bien sûr. On va parler de cette guerre tarifaire qui prend encore une fois un autre niveau. Hein. Il y a toutes sortes de craintes. On parle déjà de la riposte. Il y en a qui parlent de dollar pour dollar. Elle reste à définir. Il y en a qui disent qu'on devrait aller partout, en fait, tout ce qui est possible pour mettre de la pression sur les Américains. Mal aux Américains. Même arriver à augmenter le prix de notre électricité. Alors, pour ou contre augmenter le prix de notre électricité vendue aux États-Unis, c'est la question de notre débat de ce soir. On fait ça avec Alain, Valérie, Victor et un débatteur invité, Hugo Langlois. Électricité. Je vais continuer. J'ai peur de manquer de temps. Ça arrive. On est arrivé à table, puis tu vas être prêt pour 22 heures. C'est ça qui est important. On va parler d'électricité. Électricité. Ça va être électricité. Merci, bye, Michel.